Mesdames et messieurs, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. D'abord, merci à la compagnie des conseils experts financiers, à vous-même, Monsieur le Président Jean-Philippe Bourringer, pour votre invitation. Pardon de ne pas être présent à Paris comme je l'aurais souhaité. Chaque semaine, pratiquement, j'effectue un déplacement officiel dans l'un des États membres et je me trouve en ce moment même à Malte pour cette visite officielle. Je voulais simplement, en vous remerciant de m'avoir permis de le dire grâce à cette caméra, rappeler l'importance que j'attache à vos professions et notamment au rôle que vous jouez dans le financement des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises qui, dans le grand marché européen, représentent quasiment 90% du tissu économique de ce grand marché que nous animons. Ces petites et moyennes entreprises, elles sont particulièrement vulnérables en ce moment pour affronter la succession de crises que nous subissons. Et voilà pourquoi aussi, dans toutes les législations que je prépare ou que j'ai préparées, j'essaie de réserver un traitement particulier pour faciliter la vie, l'investissement, l'innovation, les échanges des petites et moyennes entreprises. Je le fais à propos du brevet européen que nous espérons obtenir dans quelques jours après 30 ans d'attente. Je le fais pour l'audit, je le fais pour les normes comptables, je le fais pour l'accessibilité des marchés publics pour les petites et moyennes entreprises. Je pense aussi que ces PME sont un de nos meilleurs atouts pour reprendre le dessus, pour la reprise économique, pour la nouvelle croissance que nous devons construire, en particulier grâce à leur capacité à innover et à leur rôle sur les territoires, dans les régions, pour la création d'emplois. Encore faut-il pour cela qu'elles puissent naturellement accéder au financement dont elles ont besoin. Mesdames et messieurs, comment, s'agissant de ce financement, l'Europe peut-elle aider ? Je voudrais télégraphiquement mentionner 3 leviers. Le premier levier, ce sont les mesures d'aide au financement à proprement parler. D'abord, le financement bancaire, la directive que nous appelons CRD 4, Capital Requirement 4, que nous avons proposée le 20 juillet pour mettre en œuvre les règles de Bâle, a été minutieusement calibrée pour éviter de pénaliser les petites et moyennes entreprises. En particulier, nous avons maintenu un traitement relativement plus favorable pour les prêts aux PME. J'ai demandé à insérer dans notre proposition une clause de révision. C'était d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec mon collègue M. Tajani, pour prendre en compte l'impact des normes prudentielles sur les PME. À un moment précis dans l'avenir, nous évaluerons les conséquences de ce texte et nous l'adapterons si c'est nécessaire. Nous avons déjà demandé à la nouvelle autorité européenne des banques, l'EBA, qui est située à Londres, la nouvelle autorité européenne de supervision bancaire, de regarder de près cette question qui a, je crois, plus d'actualité que jamais dans le contexte très grave et très difficile que nous traversons. Financement par le capital risque ensuite. Dans le cadre de l'acte pour le marché unique que nous avons adopté au mois d'avril, qui constitue un agenda pour cette nouvelle croissance, une 50aine de propositions pour faciliter le travail, l'investissement, l'engagement des consommateurs mais aussi des entreprises, nous prévoyons la création d'un cadre européen et un passeport pour les fonds de capital risque qui doit permettre aux PME de lever des capitaux et d'investir plus facilement dans toute l'Union. Cette proposition législative devrait être faite d'ici quelques semaines. Financement sur les marchés financiers enfin, je pense que les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir accéder plus facilement à de tels financements. La Commission a proposé un certain nombre d'initiatives dans cette direction, je voudrais en citer 3. Un label spécifique pour les marchés boursiers destinés aux PME, ça se trouve dans la directive MIF sur les marchés financiers que j'ai présentée le 20 octobre. Ce label devrait améliorer la visibilité de ces marchés auprès des investisseurs. Il pourrait aussi générer d'autres dynamiques positives, comme par exemple la création d'index ou le développement d'intermédiaires spécialisés. 2, un accès à l'information qui doit être facilité avec un point d'entrée unique pour les investisseurs. J'ai mis cette proposition dans la directive transparence qui a été également proposée en octobre et qui fait partie d'un grand paquet, comme on le dit à Bruxelles, sur les entreprises responsables. Cela permettra, je le crois, aux actions des PME d'être aussi visibles que celles des blue chips, c'est-à-dire des plus grandes entreprises cotées. Et 3, une réduction des obligations réglementaires avec notamment
l'élimination des rapports trimestriels. C'est aussi dans la directive transparence que j'ai présentée il y a quelques jours. Et dans le même esprit, nous travaillons aussi à réduire les coûts des prospectus pour les petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, ce travail se fait à travers des mesures d'exécution que la Commission est en train de rédiger pour la directive prospectus. Un deuxième levier, à côté des mesures d'aide au financement, c'est l'amélioration de la protection des investisseurs. La confiance des investisseurs est une condition, je le crois, essentielle pour que les petites et moyennes entreprises soient financées. La directive MIF, que je viens d'évoquer, mais qui date de 2004, réglementait déjà le conseil en investissement. Comme vous le savez, et comme je viens de le dire, la Commission a adopté le 20 octobre une proposition pour rénover, pour réviser cette directive MIF. Et dans un certain nombre de domaines, cela vous intéresse directement. Notre objectif est de tirer des développements survenus récemment sur les marchés financiers, des troubles, de l'irrationalité de cette crise financière, un certain nombre de leçons en améliorant la protection des investisseurs. Je veux simplement mentionner deux mesures qui, je crois, concernent clairement les conseils en investissement. D'abord, nous voulons que tous les clients reçoivent la même protection. Les États membres pourront continuer à exempter les petits conseillers, si je puis dire, du champ de la directive, mais en ce qui concerne les règles de conduite, les conseillers qui sont exemptés devront se voir appliquer les règles analogues à celles qui sont prévues par la directive. Cela dit, notre proposition reconnaît les spécificités des petits conseillers en laissant les exigences organisationnelles à la discrétion des États membres. Deuxième mesure, la directive introduit une définition du conseil indépendant. Jusqu'ici, cette notion existait dans certains États membres, vous le savez, mais n'était pas harmonisée au niveau européen. Il ne sera pas obligatoire, mesdames et messieurs, pour un conseiller de fournir des conseils indépendants. Et les clients garderont la capacité, la possibilité de choisir. Mais quand des conseils indépendants sont fournis, des règles précises devront s'appliquer. Le conseiller ne sera pas en mesure de recevoir de paiement de la part du fournisseur des produits conseillés et les services de conseil seront directement payés par les clients. J'en viens, si vous le voulez bien, à mon troisième levier, l'audit des PME. J'ai d'ailleurs évoqué cette question tout à l'heure. Comme vous le savez, nous présentons en ce moment même un certain nombre de mesures importantes dans le domaine de l'audit. Cela a d'ailleurs été demandé, comme dans d'autres secteurs financiers, par le G20 et ma tâche est de mettre en œuvre ces recommandations du G20 chaque semaine, de manière déterminée, de manière aussi intelligente, sans improvisation, et c'est ce que je fais. Cet ensemble doit être composé de deux propositions complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, au moment où j'enregistre ce message, la Commission n'a pas terminé son travail pour discuter de ma proposition et je veux respecter scrupuleusement les règles de la collégialité. Mais tout de même quelques mots de ces deux chapitres. D'abord, la modification de la directive sur l'audit légal des comptes des sociétés et un nouveau règlement présentant des règles spécifiques pour le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, c'est-à-dire des sociétés cotées et du secteur financier. Nous avons en faisant cela un double objectif. Un, accroître le dynamisme du marché de l'audit en le décloisonnant, en éliminant les obstacles pour les petits cabinets et en augmentant le choix des clients, améliorer la qualité et la crédibilité de l'audit. Je crois que c'est aussi l'intérêt des auditeurs eux-mêmes. Dans ce contexte, je voudrais vous rassurer, si c'est nécessaire, en ce qui concerne l'impact de cette réforme sur les PME. J'attache beaucoup d'importance à ce que la réforme du secteur de l'audit soit proportionnée et tienne compte des besoins et de la taille des entreprises auditées. Les nouvelles contraintes et exigences de notre proposition ne s'appliqueront qu'à l'audit des grandes sociétés cotées et des institutions financières. Et pour les PME, dont j'ai déjà beaucoup parlé depuis le début de mon propos, nous n'envisageons pas de grands changements par rapport à la situation actuelle. En particulier, nous ne prendrons aucune mesure contraignante pour rendre obligatoire l'audit des petites entités. Et pour ces petites entités, nous laissons aux États l'entière responsabilité de demander ou pas un audit. 14 États membres, dont l'Allemagne, la Pologne, ont déjà choisi d'exempter toutes leurs petites entreprises de l'audit. Néanmoins, je voudrais signaler parce que c'est important, lorsqu'un État membre exigera des PME un audit, comme c'est le cas en France,
les règles européennes devront alors s'appliquer. Dans ce cas-là, je le redis aussi, cet audit devra être statutaire et proportionnel. Voilà ce que je peux vous dire de ce paquet sur l'audit qui est en cours de discussion et dont vous aurez dans le détail connaissance, je le pense, au moment où vous entendrez ce message. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, à travers ces 3 leviers, j'espère vous avoir donné la mesure de l'importance que nous attachons à cette question que vous traitez, que vous animez, dont vous êtes responsable en grande partie du financement des petites et moyennes entreprises. Et je serai naturellement sincèrement intéressé par vos débats, vos critiques, vos propositions. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, si vous le jugez possible, de me rendre compte au terme de vos discussions aujourd'hui de ce qui pourra me concerner directement et je reste naturellement disponible pour poursuivre au-delà de cette caméra et plus directement le dialogue avec chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre attention et bon travail.